Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire de placementdirect.fr consacré cette fois-ci au mariage entre l'assurance vie et l'immobilier. On l'a d'ailleurs titré l'immobilier, le meilleur rempart contre l'inflation avec un point d'interrogation. Et pour parler de ce sujet aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Antoine Depigny qui est le directeur de développement de Primonial REIM. Antoine, juste avant de vous passer la parole pour nous en dire un petit peu plus sur l'activité de Primonial REIM, je vous rappelle, sur cette présentation, on est ensemble pendant environ 40 minutes. Vous avez eu l'occasion, lors de votre inscription, de poser quelques questions. Donc, on n'a pas pu retenir toutes les questions parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. On en a sélectionné une dizaine. On y répondra en fin de présentation. Les questions qui n'auront pas pu être traitées durant la présentation, on vous répondra dans quelques jours directement par mail. Alors, Antoine, juste quelques mots peut-être sur Primonial REIM. Merci. Bah oui, bonjour Henri, bonjour à tous. Alors effectivement, Primonial REIM et Primonial REIM France, une société de gestion d'actifs immobiliers. Aujourd'hui, on gère à peu près une trentaine de milliards d'euros d'actifs. Voilà, ce qui fait de nous un des leaders européens de la gestion d'actifs immobiliers. On a plusieurs spécialités. D'une part, la gestion collective, donc les CPI, les EPCI, les SCI. On pourra les détailler si vous le souhaitez, mais également une part très importante de gestion pour le compte d'institutionnels, des fonds de pension, des mutuelles, des compagnies d'assurance pour leur compte propre. C'est l'alliage de ces deux forces finalement qui fait vraiment la composante très spécifique de Primonial REIM et Primonial REIM France, avec, voilà, et on pourra évidemment le détailler, quelques grandes spécialités en termes de savoir-faire. D'abord le bureau, plutôt siège social des grandes entreprises, la santé et l'éducation. On gère 9 milliards d'euros d'immobilier de santé et d'éducation. C'est vraiment la particularité de Prem et aujourd'hui le résidentiel. Donc voilà les grandes thématiques. On est 200 collaborateurs en France, on est 400 collaborateurs en Europe et on a aujourd'hui des bureaux en France, en Italie, en Belgique, j'en oublie, au Luxembourg et depuis peu au UK, à Londres. D'accord. Avec une grosse croissance, c'est ça, Primonial REIM, 30 milliards aujourd'hui d'actifs, mais c'est une croissance très forte depuis quelques années, Antoine. Oui, Pour nous donner un ordre d'idée. la société de gestion a été créée il y a 11 ans exactement. Ouais. Donc effectivement, on a 30 milliards d'euros aujourd'hui. On estime qu'on pourrait être aux alentours de 40-45 milliards d'ici 2025. Donc c'est effectivement une Donc ça croissance va qui est très vite. très importante. Ouais, Exactement. en effet, en effet. Alors, je vais passer la présentation en plein écran. Je prends un petit peu de temps pour que tout le monde puisse bien se connecter. Donc, vous allez voir une première slide, vous allez vite comprendre avec un graphique. Ce qu'il y a d'intéressant à conserver, à regarder ici, c'est la courbe jaune, puisque cette courbe jaune représente l'évolution de l'inflation depuis quelques mois. Et on remarque, mais ça, vous vous en rendez compte assez facilement, ne serait-ce qu'en faisant vos courses, on arrive à un niveau d'inflation qui est aujourd'hui très important. On est à plus de 5% en glissement annuel au mois de mai. Donc, automatiquement, c'est un problème pour l'épargnant, puisqu'il y a une perte de pouvoir d'achat avec son épargne aujourd'hui si on n'affiche pas un rendement net sur son épargne au moins équivalent à l'inflation. Donc, automatiquement, derrière, une diversification, une allocation financière adaptée aujourd'hui semble importante. Si l'on regarde les grands types d'actifs qui sont disponibles au sein d'un contrat d'assurance vie, donc ce sont des supports en unité de compte. Il faut bien toujours différencier les deux types de supports que l'on a au sein de l'assurance vie. Le traditionnel fonds euro qui garantit en capital à tout moment, mais dont la rémunération l'année dernière était en moyenne sur le marché, selon l'estimation de la Fédération française de l'assurance, enfin France Assureur maintenant, de 1,30%, avant prélèvements sociaux de 17,2%, donc on est plutôt autour de 1%. Avec 5% d'inflation, ça ne suffit pas, ça c'est clair. Après, vous avez trois grandes classes d'actifs que tout le monde connaît, qui sont disponibles au sein des supports en unité de compte. Vous avez bien sûr les supports en actions. Donc, ce sont soit des fonds en actions, soit des actions directes, parce que sur le contrat placement direct vie qu'on a lancé il y a quelques mois, il y a environ aujourd'hui 300 actions en direct qui sont référencées. Donc, les supports en actions sont performants à long terme, disposent du potentiel de performance le plus élevé. En revanche, ils ne sont pas forcément adaptés à tous les investisseurs et il faut être en mesure d'assumer la volatilité importante que l'on peut avoir sur les marchés actions. À titre d'exemple, c'est ce que j'ai mis, c'est ce que j'ai écrit là dans le premier bloc. Le CAC 40 a progressé de près de 30% l'année dernière, 29% en 2021
Et depuis le début de l'année, on a rebaissé de 20%. Donc, automatiquement, il faut avoir les reins solides, il faut avoir surtout un horizon d'investissement de long terme pour pouvoir se positionner là-dessus. Les obligations, deuxième pilier. Alors, les obligations, pendant 30 ans, on a vu les taux d'intérêt baisser. Donc, ça a soutenu le prix des obligations puisque le prix d'une obligation évolue en sens inverse des taux. Par contre, depuis 6 mois, depuis les événements géopolitiques, depuis le retour de l'inflation, on a un cycle qui est en train de changer. On a une remontée rapide et brutale des taux d'intérêt. À titre d'exemple, là aussi, l'OAT 10 ans, donc qui est la référence de l'emprunt d'État français sur une maturité de 10 ans, est passé d'un taux nul, il était même négatif il y a quelques années, d'un taux nul à 2,20% en l'espace de 6 mois. Donc, c'est une remontée très rapide qui automatiquement impacte négativement le prix des obligations. Pourquoi? C'est contre-intuitif, l'évolution du prix d'une obligation. Lorsque les taux baissent, les prix des obligations montent. Lorsque les taux montent, le prix de l'obligation baisse. Pourquoi? Je vais prendre un exemple. Vous êtes investisseur, vous avez acheté par exemple une OAT 10 ans de l'État français qui vous rapporte 1%. Demain, cette même OAT émise par l'État français vous rapporte 2%. Eh bien, automatiquement, celui qui l'a acheté à 2% ne voudra pas vous racheter la vôtre qui rapporte que 1% par an au même prix. Donc, vous serez obligé quelque part de la vendre moins cher. Donc, vous serez en moins-value. Sinon, vous pouvez très bien la conserver jusqu'à remboursement et toucher 1% de rendement tous les ans. Mais dans ce cas-là, on parle de manque à gagner ou de coût d'opportunité. Donc, à la place de toucher 2% par an, vous toucherez 1% par an. C'est pour ça qu'actuellement, on privilégie plutôt, alors que les taux bougent beaucoup et sont en train de remonter fortement, on privilégie plutôt un mode de détention de l'obligataire via le fonds en euros, qui est garanti en capital à tout moment. Un fonds en euros, c'est environ 80% d'actifs obligataires, environ un peu plus de la moitié sur des obligations d'entreprise ou financières et le solde en obligations d'État. Depuis la crise de la dette en 2011, en fait, il y avait un changement de paradigme des assureurs qui avaient davantage poussé sur les obligations d'entreprise. On privilégie actuellement plutôt ce mode de détention via le fonds en euros parce que ça protège l'épargnant. Parce que quelque part, vous n'avez pas à subir ce choc de marché puisque vous êtes garanti en capital à tout moment. Et puis, donc, le troisième pilier, c'est un petit peu c'est l'idée d'aujourd'hui, c'est bien sûr l'immobilier. Alors, l'avantage de l'immobilier, c'est qu'on a une décorrélation relative de beaucoup de marchés et puis un niveau de risque qui est relativement raisonnable. Les supports immobiliers que l'on peut avoir au sein de l'assurance vie notamment ont un niveau de risque de 2 ou 3 sur une échelle de 1 à 7. Donc, c'est plutôt raisonnable. On a une offre de support d'investissement qui s'est fortement développée ces dernières années et qui donne aussi accès à des segments de marché. Mais ça, Antoine en parlera beaucoup mieux que moi un petit peu plus tard. Des segments de marché résilients et puis un peu plus particuliers qui certainement permettront d'assumer plus facilement les à-coups. Bien sûr, après, il y a un élément, c'est les frais. Il faut être vigilant sur les frais parce que ce sont des supports qui peuvent, pour certains d'entre eux, avoir des frais significatifs. Donc, il ne faut pas hésiter à les comparer, à les regarder. Alors, dernière slide de mon côté concernant l'offre immobilière chez placementdirect.fr. Alors, je vous ai mis ici les contrats que nous distribuons en exclusivité. Donc, sur la première colonne, vous avez le contrat Placement Direct Vie qui a remplacé le contrat d'Argeling que vous connaissez tous, qui est assuré par Swiss Life Assurance et Patrimoine. Donc, sur ce contrat, il y a 13 SCPI, il y a 2 OPCI, il y a 4 SCI. Les frais annuels de gestion sont très faibles. Je vous rappelle, ce sont que des contrats qui n'ont pas de frais sur les versements, qui n'ont pas de frais d'arbitrage, qui n'ont que des frais de gestion. Donc, sur les unités de compte immobilières, mais sur toutes les UC, on est à 0,5%, 0,60% sur le contrat d'Argeling, 0,5% sur le contrat Placement Direct Vie sur les supports en immobilier. Et le gros avantage chez Swiss Life, c'est que sur les SCPI, l'intégralité des loyers sont reversés. Ce n'est pas le cas chez tous les assureurs. Certains ne reversent que 90% des loyers, d'autres même ne reversent que 85% des loyers. Sur ces contrats-là, c'est 100%. Sur le contrat Placement Direct Essentiel qui est assuré, lui, par General Evi, donc un équilibre un peu plus criant entre les différents véhicules d'investissement, puisqu'on a 6 SCPI, 6 OPCI et 7 SCI. On a des frais de gestion sur les UC à 0,60%. Et là, on a un coût d'acquisition, un coût global quelque part, pour entrer sur ce segment de marché qui n'est que de 2% à l'entrée sur les SCPI et 2% à la sortie. En revanche, vous n'avez que 90% des loyers qui sont reversés. Donc, il faut faire ces calculs, voir quel est votre horizon d'investissement pour savoir quel est le type de traitement des supports immobiliers et des SCPI le plus adapté à votre situation. Mais en tout cas, ça reste malgré tout dans l'ensemble très, très raisonnable. Et puis, le dernier contrat que nous avons, c'est le PER Placement Direct, donc le plan d'épargne retraite, le contrat dédié à la retraite, qui lui aussi est assuré par Swiss Life Assurance et Patrimoine.
On a 2 OPCI et 4 SCI. On est en train de réfléchir à une augmentation, à étoffer l'offre immobilière du contrat, et on a seulement 0,60% de frais annuels de gestion sur le support. Voilà, je laisse la main à Antoine qui prend la suite. Merci, merci Henri. Alors effectivement, ce que je voulais aujourd'hui partager un peu avec vous, hein, c'est un petit état des lieux assez rapide du marché immobilier, et puis surtout essayer de répondre à la question sur l'inflation et l'immobilier. On reviendra aussi un peu plus en détail, parce qu'on parle aujourd'hui d'immobilier, mais il faut savoir que l'immobilier, c'est évidemment une classe d'actifs, et à l'intérieur de cette classe d'actifs, il y a des sous-segments qui fonctionnent de façon assez différente. Alors typiquement, on vous présente ici la performance de l'immobilier en zone euro par sous-classe d'actifs. Donc l'immobilier, c'est quoi? C'est l'immobilier de bureau, c'est ce qu'on appelle le retail, c'est-à-dire les centres commerciaux et les commerces de pieds d'immeubles, la logistique, le résidentiel, et les hôtels. Et on voit bien que depuis une dizaine, voire une vingtaine d'années, hein, tous ces sous-segments ont évolué de façon assez similaire, hein, de façon assez parallèle. Vous voyez, toutes les courbes évoluent de façon un peu parallèle, mais quand même avec des amplitudes assez différentes, hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le niveau de risque, hein, et la rémunération qui est associée à chacun de ces sous-secteurs est quand même assez différente. Aujourd'hui, évidemment, investir sur des hôtels ou sur des shopping centers, des grands centres commerciaux, induit évidemment un niveau de risque et de volatilité qui est plus élevé, et donc une rémunération attendue qui est beaucoup plus élevée. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde un petit peu l'évolution sur ces dernières années, et notamment depuis évidemment les 2 dernières années, et les impacts sur le Covid, et aujourd'hui sur la crise ukrainienne, et demain sur l'inflation, ce qu'on voit, c'est que certains sous-secteurs, comme l'hôtellerie par exemple, et le commerce, ont évidemment beaucoup plus souffert que les autres. Beaucoup plus souffert parce que ces classes d'actifs, hein, ces locataires, ont été la plupart du temps fermés, et même s'ils ont été largement soutenus par les États, aujourd'hui, évidemment, la recovery, le fait de retrouver une activité positive, va être un petit peu plus long. Et donc, on le voit par exemple dans les dernières courbes, les courbes les plus pastel sont effectivement un petit peu plus effondrées sur 2019-2020. La rémunération de ces actifs a été évidemment un petit peu plus compliquée. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que sur le total, hein, donc la courbe en verte que vous voyez, ce qu'on voit aujourd'hui, hein, c'est qu'à part les années 2008-2009, années évidemment de crise financière, et qui était un petit peu un épiphénomène, on est toujours resté sur l'immobilier sur des performances qui sont quand même assez significatives, largement au-dessus de 5, et même sur 2020, qui était proche des 5%, ce qui induit finalement une rémunération du risque par rapport au taux sans risque, hein. Le taux sans risque, l'OAT 10 ans, était quasiment à zéro depuis un certain temps, et donc on a un niveau de rémunération globalement de l'immobilier de l'ordre de 3, 4, 5% par rapport à ce niveau sans risque. Et ce qu'on peut prédire, enfin ce qu'on peut anticiper finalement, hein, c'est que la rémunération de l'immobilier devrait suivre finalement à avoir le même coussin de rémunération supplémentaire par rapport au taux sans risque. Donc c'est une partie de l'explication, on va dire, du succès de l'immobilier depuis ces dernières années, hein, c'est qu'on avait une rémunération supplémentaire par rapport au taux sans risque qui était assez confortable, et qui n'avait jamais été aussi finalement confortable depuis certaines années. Et on n'a pas de raison de penser que cette rémunération supplémentaire soit très différente dans les années qui viennent. En tout cas, le confinement n'y a rien changé, pas grand-chose en tout cas, sauf sur des sous-secteurs bien spécifiques. La crise ukrainienne, la crise des coûts des matières premières aujourd'hui n'a pas l'air d'avoir un impact extrêmement significatif sur les rémunérations. Reste la question de l'inflation. Et là, pour répondre à cette question de l'inflation, il faut regarder un petit peu plus en détail en quoi l'inflation a un impact sur l'immobilier. Alors, ça a 2 impacts, on va dire, assez direct, hein. Le premier, c'est plutôt sur la construction, hein, sur le coût des matières premières. Mais bon, le coût des matières premières dans la construction, dans les contrats de promotion, finalement, se reflète sur le coût d'acquisition de l'immeuble. Donc, pour un investisseur, c'est relativement neutre. En revanche, il y a un impact qui est assez évident sur les revenus, puisque l'immobilier, on en parle assez souvent, hein, l'immobilier est probablement la classe d'actifs, voire la seule classe d'actifs qui est aussi fortement indexée sur l'inflation. Quand vous êtes propriétaire et que vous louez votre appartement, hein, votre studio, un immeuble de bureau, un immeuble de commerce, tout type,
le bail est indexé sur un panier d'indices. Et ce panier d'indices, alors il dépend évidemment de la nature du bail, mais il est plus ou moins bien corrélé à l'inflation. En général, il est quand même très bien corrélé à l'inflation. Et donc, plus vous avez d'inflation, plus vous serez en capacité de répercuter cette inflation et cette hausse des coûts sur vos locataires. C'est exactement aujourd'hui ce sur quoi évidemment réfléchissent un certain nombre de partenaires sociaux, de voir comment on peut encadrer, mettre des dispositions qui permettent de limiter finalement cette capacité des bailleurs à répercuter l'inflation. Donc l'immobilier, aujourd'hui, c'est probablement la classe d'actifs qui permet de répercuter cette inflation. Et donc, en termes de revenus et de flux, c'est théoriquement quasiment neutre pour un bailleur. Alors après, quand on rentre un tout petit peu plus dans le détail, nous, on considère qu'il y a deux types finalement d'inflation avec deux potentiels qui sont assez différents pour l'immobilier. D'abord, il y a l'inflation par les coûts. C'est ce qu'on appelle la stagflation, c'est-à-dire les coûts vont augmenter, mais les rémunérations, la croissance économique reste faible. Dans ce cas-là, on va avoir un effet sur les loyers, un effet facial sur les loyers qui sera plutôt positif. Donc l'inflation, l'indexation permettra d'augmenter les loyers, mais un effet réel qui sera probablement mitigé puisque les locataires, ayant peu de croissance économique, verront finalement leur marge se réduire et donc potentiellement on pourra avoir des questions sur la solvabilité des locataires. La réponse que nous, en tant que professionnels de l'immobilier, on pourra avoir dans ce cas-là, c'est augmenter les mesures d'accompagnement, c'est-à-dire différer un certain nombre de loyers, exactement comme ce qu'on a pu faire pendant la crise sanitaire, c'est-à-dire aider nos locataires à passer ce moment un peu difficile. Et probablement, on va dire, ceux qui s'en sortiront bien sont ceux qui auront des équipes d'asset management proches de leurs locataires, qui seront en mesure de les accompagner, de les suivre, de mesurer à quel moment il faut les aider ou ne pas les aider. Après, ça aura potentiellement, donc la stagflation, un effet qui sera lui en revanche assez négatif sur les valorisations. Et là, évidemment, en fonction de la typologie d'investissement que vous avez, si vous êtes en SCI, en OPCI ou en SCPI, ça aura des conséquences qui seront plus ou moins visibles. Pour rappel, dans une SCPI, la société de gestion peut décider d'augmenter ou de baisser le prix des parts. Elle n'est obligée de le faire que quand la valorisation réelle du portefeuille sort d'un tunnel de plus ou moins 10% par rapport à une valeur qui est déterminée. Et donc, ça veut dire quoi en résumé? Ça veut dire qu'il y a une sorte de coussin, d'amortisseur, que les variations des valeurs d'expertise du portefeuille, si elles sont à la baisse, ne seront pas immédiatement répercutées et que la société de gestion, la valeur du portefeuille, a quand même un peu de temps avant de voir sa baisse répercutée. C'est plutôt assez protecteur. Ce ne sera pas le cas, par exemple, dans un OPCI, ou ce ne sera pas le cas dans une SCI, dont la valorisation est répercutée de façon extrêmement régulière et sans coussin protecteur. Alors ça, c'est plutôt le cas le plus pessimiste, finalement. L'inflation par les coûts, la stagflation, le cas assez pessimiste, mais on le voit quand même, l'immobilier reste protecteur puisqu'on a la capacité d'augmenter les loyers avec une baisse qui sera assez modérée sur les valeurs. En revanche, si on se place dans le cas qui est probablement le cas le plus optimiste, mais celui qui a l'air de se dessiner un petit peu, notamment aux États-Unis, on voit aujourd'hui plutôt une inflation par la demande, c'est-à-dire à la fois une augmentation des coûts, mais une augmentation de la demande du fait de la croissance économique. À ce moment-là, ça aura un effet positif sur l'indexation, qui sera en plus de ça accompagné par la croissance des entreprises. Donc les entreprises, les ménages seront d'autant plus prompts à payer des augmentations de loyer qu'elles auront eux-mêmes des augmentations de revenus. Ça n'aurait un effet négatif que si la monnaie se dévalue, auquel cas on se retrouve dans un effet ciseau, mais c'est un autre débat. De la même façon, sur les valeurs, dans ce cas, l'inflation par la demande, on aura un effet plutôt positif sur certaines classes d'actifs, notamment sur le résidentiel, grâce à la hausse des revenus, un effet positif sur les bureaux, parce que les entreprises seront bien plus à même de payer des loyers plus importants. Ça pourra avoir un effet, en revanche, qui sera plus mitigé sur les bureaux, on va dire, de moyenne catégorie, qui, eux, trouveront un petit peu plus difficilement leur marché. Donc, en résumé, inflation et immobilier, c'est plutôt un couple qui est assez positif et qui sera d'autant plus positif qu'on se retrouvera dans une inflation, on va dire, un peu plus saine, c'est-à-dire accompagnée d'une croissance économique.
Ça, c'était un petit peu pour répondre de façon très, très macro. Après, comme je vous le disais, l'immobilier, c'est pas une classe d'actifs en soi, c'est plusieurs sous-segments. Et il faut bien regarder aujourd'hui ce que ces sous-segments, on va dire, recèlent comme potentiel de croissance ou comme risque. Alors pour être tout à fait transparent avec vous, je pense que les professionnels de l'immobilier, depuis une dizaine d'années, vivent assez bien sur la compression des taux, c'est-à-dire que naturellement, les taux étant très bas, ça poussait l'immobilier de façon extrêmement positive. Aujourd'hui, on sait que voilà, ça sera un petit peu plus compliqué. L'indexation et l'inflation va nous aider, mais il va falloir être extrêmement attentif à la qualité de nos actifs, à la qualité de nos locataires et surtout au potentiel de croissance de chacun des sous-secteurs. Alors j'ai parlé rapidement de l'hôtellerie et du commerce. C'est probablement les classes d'actifs sur lesquelles aujourd'hui on a le plus de questionnements, même s'il y a évidemment beaucoup de, beaucoup de potentiel de croissance. On est chez Primonial REM un peu plus, on va dire, concentré sur quatre grandes thématiques. Et vous allez voir un petit peu de quoi je veux parler. D'abord, la première grande thématique, et ça n'aura échappé à personne, c'est la partie environnementale. Donc, tous les gestionnaires de fonds aujourd'hui sont évidemment arc-boutés sur le fait de labelliser leurs fonds d'investissement, sur le fait de mettre en place tout un tas de mesures et on va dire, de dispositifs pour mesurer la qualité environnementale, sociale et de gouvernance de l'ensemble de leurs actifs. Et c'est le cas chez Prem France. On a une part extrêmement significative de nos actifs qui sont sous cette grille d'analyse. Au-delà de ça, l'urgence climatique, on va dire cette finalement thématique va s'imposer de façon extrêmement importante et violente au monde de l'immobilier. Pourquoi? Parce que l'immobilier et la construction au sens large, c'est 40% de la consommation mondiale d'énergie. C'est plus de 30% de l'émission de gaz à effet de serre. Donc en fait, si on ne résout pas la problématique de la consommation d'énergie dans les logements, dans les bureaux, dans tous les actifs, que ce soit des actifs privés ou publics, on va avoir énormément de mal évidemment, à s'inscrire dans la trajectoire de neutralité carbone d'ici 2040 ou 2050. Et donc, on va avoir ce que nous, on appelle la décote environnementale ou alors une surcote verte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et on le voit aujourd'hui notamment sur l'immobilier résidentiel, vous avez aujourd'hui une incitation extrêmement forte des pouvoirs publics pour rénover les logements. Alors aujourd'hui, elle est plutôt coercitive, c'est-à-dire que en France, vous ne pourrez bientôt plus louer d'actifs en dessous d'un certain seuil, mais il faut évidemment envisager le fait que ces dispositions soient élargies sur l'ensemble du parc immobilier. Pour un petit exemple, c'est l'objet de ce graphique. Aujourd'hui, la distribution des étiquettes des DPE, vous savez, les diagnostics de performance énergétique sur l'immobilier résidentiel, c'est une vaste majorité d'appartements et de maisons qui sont notés D, E et F. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, et donc ça va aller assez vite, ces appartements, ces maisons ne seront plus louables et donc il va falloir travailler sur ces actifs. En gros, si on doit aujourd'hui avoir un axe d'analyse, il va falloir travailler massivement sur la consommation d'énergie de nos bâtiments. Et donc, c'est un axe d'investissement très important. Ça doit être un axe de choix dans un choix immobilier, que ce soit de fonds ou d'actifs. On considère aujourd'hui, et on a du mal à l'évaluer de façon très fine, on considère que demain, il y aura une décote pour ces actifs qu'on appelle bruns et probablement une surcote pour les actifs les plus vertueux. Le marché, et on voit, le marché va se scinder probablement en deux, entre des actifs qui trouveront plus de locataires, parce que les locataires ne voudront pas habiter dans des passoires thermiques, ou alors ils le feront, mais en étant dans des zones un peu grises. Donc pas de locataires, ça veut dire qu'à terme, ces actifs ne trouveront plus de preneurs, plus de propriétaires, et qui vont continuer à se dégrader assez fortement, et donc on va avoir véritablement un marché à deux vitesses. C'est intéressant pour des propriétaires, et notamment des propriétaires institutionnels, de se placer sur ces classes d'actifs et notamment sur le résidentiel, de pouvoir investir massivement sur l'immobilier résidentiel qui va devenir une classe d'actifs vraiment prééminente dans la composition du portefeuille des assureurs, des fonds de pension, des mutuelles, parce que ce sont les seuls finalement qui sont à même de faire ces investissements sur les actifs pour les rendre plus vertueux.
Donc ça, c'est un premier axe d'analyse qui est quand même très important, hein. Ce n'est pas seulement du greenwashing, c'est véritablement une transformation assez profonde de la société qui pousse l'investissement résidentiel. Et c'est pour ça que l'investissement résidentiel dans des poches, dans des SCPI, dans des SCI, dans des OPCI est intéressant à mesurer dans les années qui viennent. Ensuite, le marché immobilier, hein, il faut le savoir, le marché immobilier professionnel, c'est 80% d'immobilier de bureau. C'est effectivement, on a l'impression que l'immobilier résidentiel est la classe d'actifs majoritaire. Ce n'est pas tout à fait le cas. Le marché résidentiel, finalement, pour des investisseurs, il est assez contraint, hein, puisque la plupart d'immobilier résidentiel s'échangent entre particuliers pour des résidences principales, des résidences d'investissement ou secondaires. Finalement, le marché de l'investissement, il est majoritairement sur l'immobilier de bureau. Et l'immobilier de bureau, évidemment, hein, tout le monde a en tête le télétravail, les confinements, les changements d'usage du bureau qui constituent à la fois une menace, mais aussi une immense opportunité pour ce marché, pour se renouveler de façon extrêmement importante. C'est un marché, il faut le savoir, les bureaux, hein, qui a déjà largement intégré la contrainte environnementale. Aujourd'hui, quand on construit un bureau, quand on le rénove, c'est évidemment pour avoir tous les labels environnement qu'il faut. Donc, on a des pastilles, des bonnes notes. Ça, c'est quelque part, c'est déjà derrière nous. On le fait déjà plutôt bien sur l'immobilier de bureau. En revanche, on voit depuis quelques années, hein, ça a vraiment été un accélérateur très important depuis le confinement, un changement d'usage, un changement de demande. Les gens aujourd'hui, hein, quand ils vont travailler dans des grandes entreprises ou des entreprises de taille importante, ils ne veulent plus aller travailler comme ils le faisaient dans le temps avec des places dans un open space, les uns assis à côté des autres, avec un restaurant d'entreprise classique avec son petit plateau, etc. Ça, c'est l'immobilier d'hier. C'est un immobilier qui évidemment continue à exister, mais c'est plutôt l'immobilier d'hier. C'est le modèle qu'on a appelé traditionnel sur ce schéma-là, qui est un schéma qu'on a établi avec un cabinet d'architecture qui a fait une sorte de synthèse des dossiers qu'il voit arriver sur son bureau. Donc le modèle traditionnel, quand on construit 100 000 m² de bureau, c'est d'avoir 60% de ce qu'on appelle workplace, c'est-à-dire les postes de travail. La chaise, le bureau, l'ordinateur. Ça, c'est 60% de façon traditionnelle de la demande de bureau. On a des espaces de support, de circulation, qui représentent après le reste. Et vous voyez tout ce qui est événements, réunions, play, ces espaces récréatifs, food, donc les restaurants d'entreprise et santé, c'est quand même assez contraint, hein. Donc vraiment, on maximise la présence des employés et des salariés sur le site. Depuis le confinement, très clairement, ce n'est pas la maximisation, la densification des salariés qui est aujourd'hui mis en avant, mais au contraire, l'expérience, l'usage des bureaux, les salariés passant 1 à 2 jours, voire 3 jours en télétravail, quand ils viennent au bureau, c'est pour avoir une expérience, c'est pour pouvoir échanger avec leurs collaborateurs, leurs partenaires, etc. Et donc, la demande de bureau, elle, a vraiment changé. Ce qu'on voit depuis le confinement, c'est que la partie workplace, donc les postes de travail, ça ne représente aujourd'hui plus que 28% du nombre total de mètres carrés de bureau. Donc quand vous construisez 100 000 mètres carrés de bureau, il n'y en a que 28 000 qui sont composés d'espaces de travail. Alors, vous me direz, où est le reste? Qu'est-ce qu'ils font du reste des mètres carrés? Les restes des mètres carrés, ils vont créer des espaces d'événementiel, pour organiser d'événements, 8%, c'est énorme, hein. Des espaces collaboratifs, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des espaces de travail, on a des espaces de réunion, donc beaucoup plus de salles de réunion. On a des espaces de restauration. On voit par exemple la partie HIT représente 12%, c'est énorme. Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les salariés, ils sont aussi productifs finalement pendant leur pause déjeuner, pendant une pause à 16 heures ou à 15 heures. Et donc, il faut que l'entreprise leur permette aujourd'hui d'être productif à tout moment de la journée. Et on a des espaces de coworking, hein, donc qui sont des espaces qui permettent aux entreprises d'utiliser un peu de débord, c'est-à-dire que si elles ont besoin d'espace, elles vont utiliser ces espaces de coworking. Donc, on le voit finalement, le bureau, évidemment, n'est pas mort. Le bureau est en train de se transformer avec les nouveaux usages de bureau. Et donc, ce qui est important aujourd'hui, en tant qu'investisseur, c'est de ne plus investir sur le graphe de gauche. Parce que le graphe de gauche, c'est hier, c'est le passé. C'est le bâtiment qui va avoir du mal à trouver des preneurs, alors que le bâtiment de droite, c'est exactement ce que cherchent aujourd'hui les grandes entreprises. Et donc,
notre conviction, nous, chez Primonial REM, hein, c'est que l'immobilier de bureau va également connaître une mutation assez profonde en termes d'investissement, en termes de locataires, et qu'il faut absolument privilégier ces ensembles qui seront flexibles, adaptables et qui correspondent aux usages et qui intègrent l'inconnu. Inconnu pourquoi il y a 4 ans, quand on construisait un immeuble, il fallait notamment à la Défense, par exemple, dans des tours, il fallait absolument que les fenêtres ne s'ouvrent pas. C'était très important. 1, pour des questions de sécurité. 2, pour des questions de climatisation. Il fallait que la clim puisse fonctionner tout le temps. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Aujourd'hui, il faut que les fenêtres puissent s'ouvrir pour créer de l'aération. Donc, on voit en 4 ans de temps, les choses ont radicalement changé. Si votre bâtiment a été conçu de façon trop stricte, sur un seul modèle trop établi, il ne sera plus adaptable et il perdra de la valeur dans le futur. Donc aujourd'hui, immobilier de bureau a une véritable conviction, mais sur un modèle qui est un modèle assez différent, assez moderne et assez adaptable. Donc ça, c'est la première grande conviction, immobilier de bureau. Ensuite, quand on regarde un petit peu la composition de l'immobilier, on se rend compte que dans ces différentes classes d'actifs, on a des classes d'actifs qui sont assez liées au reste de l'économie. Le bureau va bien quand les entreprises vont bien. Le commerce va bien quand le reste de l'économie fonctionne bien. On a en revanche un certain type d'investissements qui sont décorrélés du reste de l'économie. Et c'est très clairement le cas de 2 grandes classes d'actifs, hein, qui sont l'immobilier de santé et d'éducation et le résidentiel. Alors, le premier, l'immobilier de santé et d'éducation, je vous le disais, c'est notre grande spécialité. On a investi sur cette classe d'actifs depuis 10 ans avec une conviction très forte, hein, et un graphe que finalement on montre à chaque fois, hein, qui est l'évolution démographique en Europe et quasiment dans le monde. Ce qu'on essaye de vous montrer sur ce slide, hein, c'est ce qu'on a appelé dans le temps la pyramide des âges. Alors, je crois que c'est plus une pyramide depuis bien longtemps. J'ai cru comprendre qu'il n'y a qu'un seul pays dans le monde aujourd'hui qui a encore une pyramide, c'est l'Inde. On se rend bien compte qu'entre 2020 aujourd'hui et 2040 ou 2050, qui est le graphe de droite, on va avoir une explosion démographique d'une partie de la population qui est la plus âgée. Alors d'abord de la partie de la population des baby-boomers et donc des 60, 65 ans et plus, hein, qui va devenir majoritaire en France d'ici 2030. Hein. Donc ça induit quand même un changement assez fondamental en termes de conception de la ville, en termes d'usage et de besoins, mais de façon encore plus importante, on voit que la catégorie des gens qui sont vraiment dits âgés, c'est-à-dire des gens de plus de 80 ou 85 ans, va exploser entre aujourd'hui et 2040. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette population-là a des besoins en termes d'immobilier qui sont très spécifiques et qui sont liés à leur âge et à leur état de santé. On considère aujourd'hui que les besoins en immobilier de santé en France d'ici 2040 sont estimés aux alentours de 10 milliards d'euros pour s'occuper de ces aînés. Le plan grand âge d'Emmanuel Macron, c'est entre 300 et 600 millions d'euros. Donc on voit la disproportion entre la puissance publique, ce que peut faire l'État aujourd'hui, et les besoins réels. Et donc, c'est ce besoin-là, hein, qu'on va venir combler en investissant en tant qu'investisseur particulier sur de l'immobilier de santé, donc en investissant dans des EHPAD, dans des résidences services seniors, hein, qui sont ce qu'on appelait avant la maison de retraite, hein, donc un espace communautaire pour les gens de 65 ans et plus, dans des cliniques privées. Alors ça peut être des cliniques ophtalmo, des cliniques des maternités, des cliniques psychiatriques ou des cliniques chirurgicales par exemple, et également sur toute la médecine qu'on appelle médecine de ville, avec l'émergence, vous le voyez beaucoup dans les villes, de tout ce qui est cabinets médicaux, cabinets de ville. Donc c'est vraiment l'intégralité de cette classe d'actifs qui aujourd'hui est vraiment poussée par la poussée démographique qui ne se dément pas, et confinement, pas confinement, on n'aura pas guerre ou inflation, ça n'aura pas d'impact réel sur ces besoins. C'est vraiment on va dire un élément de fond. Et enfin, et on pourrait y revenir si on a des questions sur ces sujets, enfin, l'immobilier résidentiel de la même façon, hein, la population augmentant, hein, et on le voit bien aujourd'hui en France et en Europe, hein, la population augmente, les besoins augmentent, on va dire les familles vivent différemment et vivent probablement de façon beaucoup plus nucléaire, c'est-à-dire que les familles sont un tout petit peu plus petites et peuvent potentiellement se recomposer. Tout ceci pousse évidemment la consommation en immobilier résidentiel, et donc l'immobilier résidentiel tel qu'on avait pu le connaître de la même façon est en train de changer et les besoins sont en train de changer.
les besoins. Alors, on a créé, on vous a montré ici ce qu'on appelle le parcours résidentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vraiment identifié le fait que, voilà, en fonction de l'âge, on va avoir des besoins qui seront assez spécifiques avec l'émergence de nouveaux besoins. L'émergence de nouveaux besoins, c'est quoi? C'est par exemple la résidence étudiante. Résidence étudiante, c'était quand même un tout petit marché il y a encore quelques années. Aujourd'hui, ça explose. Pourquoi? Parce que l'offre éducative, notamment sur la partie d'éducation supérieure, est très vaste. Et donc, les besoins de logement des étudiants se sont multipliés avec la multiplication des offres. Et donc, aujourd'hui, on a besoin de construire des résidences étudiantes. Après ces résidences étudiantes, on sait aujourd'hui qu'il n'est pas toujours évident pour des étudiants de passer directement de la résidence étudiante à l'accession à la propriété ou à une location. Et donc, il y a des phases un petit peu entre deux, notamment ce qu'on a identifié, ce qui s'appelle le co-living, qui est une mise en commun d'un certain nombre de moyens avec des prestations quasiment hôtelières qui correspondent un petit peu à ce que les étudiants ont connu dans leur résidence étudiante, mais là, pour des jeunes actifs. Ça, c'est une émergence assez récente. Ça correspond un petit peu à ce qu'on pouvait connaître d'un partage d'appartements, sauf qu'on a une prestation de service avec un opérateur qui va organiser la communauté de ces jeunes actifs. Ensuite, on a évidemment le résidentiel plus classique, l'acquisition ou la prise à bail d'un appartement plutôt familial, et on voit l'émergence d'un nouveau type d'actif avec cette prestation de service qui peut être offerte, un petit peu comme on voyait dans les condominiums américains dans les années 70-80. Ça, c'est quelque chose qui revient plutôt en force, notamment dans les pays du Sud, en Italie, en Espagne. Et puis ensuite, quand on continue le cycle, on a les résidences-services seniors qui peuvent être organisées autour de communautés. Donc, il y a des résidences de services autour d'un golf, des résidences de services plutôt dans le centre des villes avec une partie médicalisée plus ou moins importante. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'organiser une communauté. Et puis enfin, la résidence médicalisée, ce qu'on appelle l'EHPAD, qui est un établissement pour accueillir des personnes âgées ou dépendantes qui ont besoin de soins médicaux importants. Et donc, ça rejoint un petit peu ce qu'on montrait tout à l'heure avec les besoins en immobilier de santé. Et donc, tout ce parcours résidentiel, la pression démographique fait que l'investissement en immobilier résidentiel reste un élément extrêmement intéressant en termes de développement, en termes de coûts et en termes de valorisation. On le voit bien aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, un certain nombre de villes, notamment toutes les villes de l'arc ouest en France, mais globalement, la plupart des grandes métropoles françaises ont vu leur prix augmenter de façon extrêmement sensible. Même aujourd'hui, dans les métropoles type Paris, on voit les prix qui restent sensiblement les mêmes, avec des disparités qui peuvent être importantes, notamment dans les parties les plus, les moins, on va dire, les moins onéreuses. Aujourd'hui, il y a encore un gros potentiel de création de valeur sur ces actifs. Voilà un petit peu les grandes convictions immobilières qui sous-tendent le fait qu'on soit encore extrêmement positif sur la classe d'actifs, avec vraiment un focus sur ce qui n'est pas directement lié à l'inflation. Si on veut répondre un peu à la question, on dirait oui, l'immobilier est probablement la valeur refuge en temps d'incertitude économique. Oui, c'est probablement la seule classe d'actifs qui est l'investissement qui est aussi bien corrélé à l'inflation. Et puis le troisième élément de réponse, c'est au-delà de ça, au-delà de ces aspects économiques, on a des sous-jacents et des facteurs extra-économiques dans la santé et dans le résidentiel qui, de toute façon, vont pousser la valorisation de ces classes d'actifs dans le futur. Merci Antoine pour cette présentation détaillée. On va passer aux questions-réponses. Donc, on a une dizaine de questions qui seront traitées aujourd'hui. Une première question de Marie, je vais y répondre. Alors, c'est une question évidente pour le coup. Comment choisir entre immobilier physique et pierre-papier? Alors, en l'occurrence, il y a plusieurs différences, et notamment une différence liée à l'accès à ce type de marché, puisque l'immobilier physique demande de pouvoir investir plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire plusieurs centaines de milliers d'euros. L'immobilier pierre-papier est accessible des quelques centaines d'euros. Après, il y a une notion également de facilité de gestion, puisque l'immobilier physique, si on s'en occupe soi-même, il faut trouver un bien, il faut trouver un locataire, il faut s'occuper de la gestion récurrente. C'est lourd à traiter. On peut être aidé par une agence, mais c'est un petit peu lourd à traiter. L'immobilier pierre-papier, on délègue ça, donc c'est beaucoup plus serein. Et puis, troisième chose, avec l'immobilier pierre-papier, il y a la possibilité d'accéder à certains segments de marché
auxquels on n'aurait pas accès en direct. Donc, c'est quelque chose qui compte également, notamment pour faire suite à ce qu'Antoine nous a présenté. Ça peut être aussi intéressant. En contrepartie, bien sûr, l'immobilier physique, vous choisissez le bien que vous souhaitez acheter, et puis vous choisissez votre locataire. La pierre papier, c'est moins le cas. Il y a quand même une notion de mutualisation qui est importante. À un moment donné où on se demande, où on se dit qu'il peut y avoir un risque de solvabilité sur certains locataires, avoir 1 ou 2 appartements locatifs, forcément, on prend le risque, s'il y a un locataire qui ne paye pas, d'avoir un trou important dans la raquette. Sur de la pierre papier, quand on a des actifs ou des portefeuilles immobiliers très, très importants, on a des centaines de locataires. S'il y a 5% des locataires qui ne payent pas, ça veut quand même dire qu'il y en a 95% qui payent. Donc, ça reste plus sécurisant de ce point de vue-là pour l'épargnant. Voilà, donc il n'y a pas de bonne réponse. C'est très différent. Ça ne vous empêche pas potentiellement, Marie, de faire les deux si vous le pouvez. Question suivante pour Antoine, une question d'Ève. Antoine, alors elle est évidente aussi celle-ci. Contexte de remontée des taux d'intérêt, en quoi est-ce encore opportun d'investir dans l'immobilier ou dans la pierre papier, dans les deux quelque part? Oui, en fait, l'investissement dans la pierre papier ou l'investissement immobilier, c'est un investissement long terme. C'est un investissement pour garantir déjà son capital. On l'a vu, les valorisations sont quand même assez stables, et c'est un investissement pour obtenir un rendement et des revenus de façon régulière avec une bonne prédictibilité dans son revenu. Donc effectivement, aujourd'hui, la remontée des taux évidemment questionne un petit peu le marché, mais les prévisions qu'on a aujourd'hui sur l'immobilier, notamment l'immobilier en pierre papier, restent tout à fait positives. Et donc voilà, l'objectif est vraiment d'obtenir une certaine stabilité, une volatilité assez faible et un revenu tout à fait régulier. Là où la question mérite peut-être d'être creusée sur certaines classes d'actifs où potentiellement il faut probablement avoir une analyse plus fine. Je pense évidemment à l'hôtellerie, à la logistique. Voilà, il y a peut-être des moments d'entrée qui ne sont pas forcément opportuns, mais comme on l'a vu honnêtement sur le résidentiel, sur le bureau ou sur la santé par exemple, vous n'avez pas évidemment de risques aujourd'hui qui sont beaucoup plus avérés par rapport à ce qu'on a pu connaître dans le passé. Très bien, merci Antoine. Alors, question suivante, une question de Gilbert. Quelle part de son contrat d'assurance vie consacrée à l'immobilier? Alors là aussi, c'est une question très large, ça dépend de chacun. Ce qu'il faut peut-être regarder, c'est déjà retraiter l'immobilier résidentiel ou l'immobilier résidence principale, quelque part. C'est en termes d'investissement, qu'est-ce que l'on peut consacrer à l'immobilier hors résidence principale? Là-dessus, déjà, il faut bien comprendre et rappeler, toujours c'est important, que les supports immobiliers au sein d'un contrat d'assurance vie sont des supports en unité de compte, ne sont pas garantis en capital. Donc, il faut avant tout que ce type d'investissement en UC corresponde à votre profil. Alors aujourd'hui, la plupart des profils acceptent une dose de risque, c'est bien normal. Toutefois, si vous êtes totalement sensible à un risque de perte en capital, il faut ne faire que du fonds d'euros, qui est garanti en capital à tout moment, sur les contrats qui le permettent encore. Ensuite, il faut comprendre aussi que les supports en immobilier au sein de l'assurance vie sont généralement plafonnés en termes de montant, en termes de pourcentage, selon les assureurs. Alors, les OPCI ne sont pas plafonnés parce qu'il y a une part d'actifs financiers plus importante. Donc, l'assureur, je vous le rappelle, garantit la liquidité. Les OPCI, il y a moins ce sujet-là. Mais SCI et SCPI, il y a, selon les assureurs, un plafond qui est généralement porté à 30, 40, voire 50%. Donc, de toute façon, ça ne pourra pas être au-dessus. Donc, ensuite, voilà, il faut voir si votre profil le permet et puis quelle part d'immobilier avoir dans une limite de toute façon entre 0 et 50% grand maximum. Donc, ça ne peut être que dans ce périmètre-là. Après, il n'y a pas vraiment de bonne réponse, ça dépend de chacun. Question suivante de Grégory, c'est pour vous Antoine. Alors, question intéressante, est-ce qu'il y a un véhicule d'investissement? On en a parlé, mais on n'a pas trop détaillé les différences, mais un véhicule d'investissement immobilier plus adapté qu'un autre actuellement, entre SCPI, OPCI et SCI? Alors effectivement, donc SCPI, OPCI, SCI, c'est les 3 grands formats d'investissement immobilier, que ce soit en direct ou via l'assurance vie. Donc il y a d'autres formats, mais qui sont beaucoup plus niches. Donc une SCPI, c'est un véhicule qui permet d'investir dans l'immobilier direct. C'est-à-dire qu'une SCPI détient des actifs directement. Donc elle détient des actifs à 100%. Via une participation, mais voilà, en direct.
Un OPCI, c'est un véhicule hybride dans lequel vous avez une part d'immobilier, mais une part qui est aussi assez importante d'actifs financiers. Donc, vous avez le meilleur des deux mondes ou le pire des deux mondes. Ça dépend un petit peu des moments de marché. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est un véhicule qui va donc ne pas détenir que de l'immobilier et donc qui potentiellement pourra prendre un peu plus de valorisation du fait des marchés financiers ou en pâtir, ce qui est un petit peu le cas aujourd'hui. Et enfin, le dernier, c'est la SCI. Il faut savoir que la SCI est un véhicule qui n'est vendu que en assurance vie, ce qui n'est pas le cas de la SCPI et de l'OPCI qui peuvent être vendus en direct ou en assurance vie. La SCI n'est vendue que au travers des contrats d'assurance vie en unité de compte. Et la SCI, pour le coup, est un format qui permet d'investir à la fois dans des actifs en direct, mais aussi dans des participations, dans d'autres fonds, dans des OPCI, dans des SCPI. Donc voilà, c'est un format qui est assez flexible, mais qui ne peut être investi qu'au travers de l'assurance vie. Donc en fait, ça dépend un petit peu de votre optique, ça dépend si vous voulez investir en direct ou via l'assurance vie, et puis ça dépend un petit peu de ce que vous recherchez en termes de typologie d'investissement. J'aurais tendance moi, à privilégier les SCI quand on veut avoir une exposition à l'immobilier au sens large, un véhicule assez flexible, pan-européen, etc., au travers de l'assurance vie, et investir en SCPI, soit en assurance vie, soit en direct, quand on a déjà une petite idée de ce qu'on cherche, du bureau, de la santé, des actifs mixtes. Voilà, c'est évidemment un tout petit peu plus restreint en termes d'investissement. Autre élément, alors ça ne répond pas vraiment ça répond partiellement à la question, parce que le choix, il est quand même, c'est vraiment pour les investisseurs, mais la SCPI et l'OPCI sont des véhicules de rendement, donc c'est-à-dire qu'ils distribuent régulièrement des revenus, là où la SCI est un véhicule de capitalisation, c'est-à-dire qu'il ne distribue pas de revenus, mais la valorisation de la part augmente au fur et à mesure. Donc ça répond aussi potentiellement à deux optiques patrimoniales qui peuvent être assez différentes. Ce qu'on peut quand même remarquer, Antoine, peut-être sur le marché, c'est qu'actuellement, les véhicules qui se développent, qui émergent un peu dans le cadre de l'assurance vie, on voit quand même beaucoup de SCI se monter, être commercialisés depuis quelques années. C'est peut-être ce type de support qui prennent un petit peu le lead actuellement, quoi. Ouais, parce que c'est des véhicules qui sont assez souples, et surtout, c'est des véhicules qui ont été créés pour l'assurance vie. Donc, Oui. c'est véritablement, alors que la SCPI ou l'OPCI sont des véhicules qui existent par ailleurs et qui donc ont des règles de fonctionnement qui ne correspondent pas exactement à l'assurance vie. La SCI, c'est un véhicule qui a été créé qui se capitalise, qui a une structure de frais qui est assez adaptée à l'assurance vie également, et qui permet d'être assez flexible. Donc, effectivement, ça se développe beaucoup avec on va dire, des grandes sociétés de gestion, évidemment, Primonial REM avec Capimo, qui ont des véhicules qui sont très diversifiés, et puis quelques petits véhicules de niche sur des thématiques très spécifiques qui se développent aussi très bien depuis quelques années. Très bien, merci. Merci Antoine. Alors, question suivante, question de Franck. Comment sont traités les supports immobiliers dans l'assurance vie au regard de l'IFI, donc de l'impôt sur la fortune immobilière, qui a remplacé l'ISF, donc qui ne taxe, qui ne soumet à impôt que les actifs immobiliers. Eh bien, les supports immobiliers dans l'assurance vie sont soumis à l'IFI. Ah, Henri, alors moi je ne t'entends plus, donc je ne sais pas si c'est moi ou si c'est toi. J'ai l'impression que c'est toi parce que j'arrive à changer les slides. Alors, je ne vois plus que moi, donc je vais répondre à la question. Donc effectivement, donc, la plupart des supports immobiliers dans l'assurance vie sont assujettis à l'IFI, les SCPI, les OPCI, et les SCI, avec une distinction en fonction de la nature et de l'emplacement des investissements entre la part, évidemment, la part française et la part européenne ou internationale.
Alors, je continue. Est-il possible d'utiliser l'effet de levier du crédit avec les SCPI? Alors, je ne sais pas si je parlais tout seul ou si… Je suis revenu, Antoine. Ah. J'ai eu un problème de connexion. Pardon, hein, pardon à tous. Merci, merci si vous avez pu répondre pour moi à vos questions. On est passé à la suivante. C'est pour vous, Antoine, la question de Michel, pour le coup. Exactement. Alors, est-il possible d'utiliser l'effet de levier du crédit avec les SCPI? Alors, oui, en direct, c'est-à-dire que quand vous prenez vous-même des SCPI, vous pouvez utiliser l'effet de levier si vous trouvez un établissement bancaire qui accepte de vous prêter, ce qui n'est pas toujours évident, mais ce qui est possible. En revanche, ce n'est pas possible, évidemment, dans le cadre de l'assurance vie, où là, l'effet de levier n'est pas utilisable. Il faut savoir, voilà. Il faut savoir aussi qu'à l'intérieur des SCPI, les SCPI utilisent elles-mêmes l'effet de levier, en général, avec un montant maximum de 30 à 40%. Donc voilà, en termes de risque, on pense que dans le cadre de l'assurance vie, finalement, c'est peut-être pas plus mal de limiter l'effet de levier à l'intérieur des SCPI, de ne pas en rajouter au-dessus. Merci Antoine. Alors, question suivante de Bruno. Quelle est la fiscalité à la succession d'immobilier que l'on détient dans un contrat d'assurance vie? Alors, quelque part, c'est assez simple là-dessus, puisque la fiscalité de l'assurance vie ne tient pas compte du sous-jacent ou des supports que vous intégrez dans votre contrat. Donc, la fiscalité au décès de l'assurance vie, ce sont deux articles du Code général des impôts, le 990I et le 757B. Avant 70 ans, pour des versements avant 70 ans, c'est le 990I. Vous avez, chacun de vos bénéficiaires profite d'un abattement de 152 500 €. Au-delà, c'est 20% de taxation ou 31,25 sur des montants importants. Après 70 ans, seuls les versements au-delà de 30 500 € sont taxés. En fait, les gains générés par vos versements après 70 ans sont exonérés. Donc là, que vous ayez du fonds d'euros, des supports en action ou de l'immobilier, au regard dans le cadre de l'assurance vie, dans le rôle d'assurance vie au décès, ça ne change rien, c'est bien cette règle-là qui s'applique. Alors, question suivante pour vous, Antoine. Quel type de SCPI, on a vu quel type de véhicule d'investissement, là c'est plus précis au sein des véhicules SCPI, qu'est-ce qu'il faut actuellement privilégier pour un rendement pérenne? Est-ce que ce sont plutôt des bureaux, des logements, de la santé? En fait, pour reprendre un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, notre conviction, c'est qu'on a des trends d'économie qui sont un peu difficiles à prévoir et qu'aujourd'hui, on est évidemment un peu dans l'incertitude de voir les conséquences exactes et la nature exacte de l'inflation. En revanche, il y a un certain nombre de secteurs qui sont, on l'a vu, décorrélés de ces cycles, et c'est notamment le logement et la santé et l'éducation. Et donc, on aurait plutôt tendance aujourd'hui, si on veut être extrêmement prudent et avoir une bonne prévisibilité dans les revenus, de privilégier la santé et les logements, et notamment la santé et l'éducation, parce qu'il y a une particularité qu'on n'a pas forcément évoquée, c'est que les baux, donc les contrats de location qu'on peut avoir avec les opérateurs de santé et d'éducation sont des baux de très long terme, c'est 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et donc à partir du moment où on a un opérateur en face de nous qu'on estime être un opérateur de qualité qui va continuer à délivrer de la performance, il n'y a pas de raison que le loyer ne change et qu'on ait une bonne prévisibilité du revenu à 10 ans, 15 ans, 20 ans sur cette typologie-là, ce qui n'est évidemment pas le cas, par exemple, dans des bureaux où là, les baux sont des baux 369, donc ça veut dire que c'est en moyenne 6 ans. Voilà, donc je pense que si on doit faire nous-mêmes la location, on privilégierait plutôt ces classes d'actifs-là. Et après, vous avez toujours aussi, évidemment, la possibilité de prendre des SCPI diversifiés, mais sur lesquels il faut regarder un petit peu quelle est la composante principale, parce qu'il y a toujours une composante principale. Donc, on ne peut que inciter les investisseurs à bien regarder ce qu'il y a à l'intérieur des SCPI et d'être très, très prudent et très sélectif. Très bien, merci Antoine. Question suivante de Philippe, qui nous demande quel placement garanti en capital proposez-vous pour obtenir un rendement supérieur à 1%. Alors bon, dans le cadre de l'assurance vie, c'est pas très compliqué. Il y a un seul support garanti en capital à tout moment, c'est le fonds en euros, qui a rapporté, je vous le rappelle, l'année dernière en moyenne sur le marché 1,30%. Sur nos contrats, notamment chez Swiss Life, on a un bonus de rendement qui a pu permettre d'aller jusqu'à 2,90%. Donc on a un rendement sur le fonds en euros qui est très compétitif. Toutefois, je crois qu'on a encore perdu Henri. Donc effectivement, il n'y a qu'un seul produit qui est garanti en capital, c'est le fonds euro. On peut imaginer qu'avec la remontée des taux… Merci Antoine, j'ai des problèmes de connexion pour le coup. Merci, donc on peut imaginer, oui, avec la remontée des taux, merci Antoine, que les assureurs pourront un petit peu suivre le
le rendement du fonds en euros. Toutefois, si on passe de 1,30 à 1,50 ou 1,80, j'en sais absolument rien, hein. Mais on sera très en dessous du niveau d'inflation. Mais il n'y a rien d'autre que ce type de support d'investissement garanti en capital. Voilà. Tout le reste, les supports en UC, il y a un risque de perte en capital, mais un potentiel de performance plus important. Voilà, il faut bien avoir ça en tête. Et une question de Marc pour vous, Antoine. Alors là aussi, l'immobilier avec les frais, on en parle beaucoup. Les placements en immobilier sont souvent chargés en frais. Est-ce qu'il y a des exceptions? Alors, effectivement, d'abord, je pense que les frais et la performance dont on parle sur la plupart des supports, hein, donc les CPI, je crois que la moyenne, c'est autour de 4,25. La plupart des SCI sont entre 4 et 5. Ce sont des rémunérations donc avant les frais du contrat, mais après les frais des produits. Et il se trouve que, notamment sur les SCPI, la plupart des frais sont pris dès la souscription. C'est la façon dont le marché a organisé, les SCPI ont été construites, hein, donc les frais, le gros des frais est pris à la souscription et après beaucoup moins dans le temps. C'est la façon dont c'est créé. Il y a effectivement un certain nombre de produits aujourd'hui qui vont étaler la prise de ces frais. Concrètement, hein, quand vous achetez un immeuble, vous allez payer un certain nombre de frais de notaire, vous allez payer des frais d'avocat, des frais de due diligence, c'est-à-dire de recherche, etc. L'usage aujourd'hui était de prendre la rémunération tout de suite et une partie et quelques sociétés de gestion vont aujourd'hui prendre moins au début, hein, donc avoir des frais beaucoup plus réduits à l'acquisition et en revanche des frais à l'intérieur du contrat, hein, de façon plus importante. Il faut vraiment faire la part des choses et voir le coût total induit, ce qui est au-delà même des frais, hein, et de la façon à quel moment on les prend, etc. Ce qui est vraiment important, c'est de regarder la qualité du sous-jacent et la performance nette de ces frais. Et évidemment, à chaque fois que vous regardez des performances, et sociétés de gestion annoncent leur performance, c'est toujours net de ces frais, donc après la prise en compte de ces frais. Donc quelque part, et notamment en assurance vie, j'aurais envie de vous dire, à la limite, peu importe que les frais soient pris au début, à la fin, de toute façon, votre performance sera toujours celle qui est affichée dans votre bordereau d'information. Donc c'est plus une modalité finalement de calcul que véritablement un changement de paradigme très, très, très important, puisque finalement, qu'on les prenne au début ou pendant la vie du contrat, ça a assez peu d'importance. Oui, et ce qu'on peut même ajouter, Antoine, c'est que quelque part, autant avoir un sous-jacent ou un support d'investissement performant, quel que soit le niveau de frais. C'est surtout ça qui est important. Le niveau de frais, quelque chose de peu chargé en frais, mais de peu performant, ça n'a pas beaucoup d'intérêt non plus, hein. Non, mais exactement. Et alors, oui, je pense que par exemple, entre les SCI et les SCPI ont une modalité de calcul des frais qui leur est propre, hein, donc c'est eux qui prennent beaucoup de frais au début et assez peu après. Les SCI, c'est un petit peu l'inverse. Vous avez des frais qui sont en général un tout petit peu plus faibles. Mais voilà, il faut évidemment que les sociétés de gestion se rémunèrent et rémunèrent l'ensemble de la chaîne de valeur. Et donc souvent, c'est pris un peu plus dans le temps. Donc quelque part, et vous avez tout à fait raison, Henri, les frais, on va dire, c'est un faux sujet quelque part, notamment parce que quand on regarde exactement, quand on ouvre le capot, on se rend compte que la plupart des structures sont assez similaires. C'est plus une question de présentation. Très bien. Merci Antoine. Eh bien, c'était la dernière question. Merci beaucoup Antoine d'avoir été présent avec nous pour ce webinaire. Pardon encore pour les quelques petits problèmes de connexion que j'ai pu avoir de mon côté. N'hésitez pas à nous laisser également en commentaire, hein, si vous avez des questions particulières, on vous répondra dans les prochains jours. Si vous avez des envies de sujets pour de prochains webinaires, on en fera certainement un après l'été, peut-être quelque chose autour de la retraite, ce sera la période. N'hésitez pas si vous avez des suggestions à nous faire. Et puis, vous pourrez également retrouver ce webinaire en replay. Donc, n'hésitez pas à le regarder et à le présenter également à des connaissances à vous s'ils peuvent être intéressés par le sujet. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci encore Antoine. À bientôt. Merci, Au à revoir. bientôt. Au revoir.